Bon, bah moi je suis hyper content d'être là parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de te voir en réel, En vrai. en vrai. Euh, tu m'accompagnes depuis 6 mois, je crois, ou un peu moins, je sais plus, je compte pas. Et d'ailleurs, je m'en fous. Je suis très content d'être là, très content de ton accompagnement, de tout ce que tu fais émerger chez moi depuis que je te connais en visio, de tout ce que tu es en train de créer autour de moi, parce que tu m'as beaucoup aidé. Et tu m'aides encore, même aujourd'hui, tu vois. Tu prends le Mhm. temps d'être là pour moi, pour Alex, pour ce voyage qui est super important pour moi. Et j'avais juste envie de te dire merci et merci d'être là. Et merci Mhm. d'être tout simplement. Euh, alors, tu as un sacré parcours quand même. Déjà, je te remercie parce que On va... après tout ce que tu viens de dire, Michael, je te remercie parce que ça, moi, je suis super content de te voir aussi et ouais, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on a des échanges ensemble Simon, non. ouais, ça fait peut-être même plus, ça fait peut-être même plus, mais peu importe. Mais tu sais, je te remercie pour ça et tu sais quand t'es coach aussi. T'apprends beaucoup aussi des gens que t'accompagnes, de tes clients, etc. Et t'es quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup et qui m'inspire sur plein de sujets. Et on aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, simplement, je voulais te remercier toi aussi. Et puis, c'est un plaisir de venir sur ton podcast qui se lance. Enfin, tu vois, Ouais, là, ça fait tellement de temps qu'on en parlait. Donc, ouais. très Bah, heureux. c'est grâce à toi aussi tout ça. Tu m'as mené sur cette réflexion-là. D'être de plus en plus dans l'humain, d'accompagner l'humain, de voir les Mhm. choses complètement différemment, d'être de plus en plus aligné avec ce Mhm. que l'on est. Et c'est un peu ce que tu amènes dans tes accompagnements, et voire beaucoup. Euh, je sais pas pourquoi je suis parti vers ce voyage, ce podcast, mais je pense que je vais avoir Mhm. la réponse d'ici peu, comme tu m'as dit. Et j'ai pas encore le titre, tu vois, C'est ni quand le même nom du dingue ça. podcast. Tu te lances le podcast sur le truc, mais ça viendra, ça viendra. Tu crois? C'est ce que la petite histoire, je te l'ai déjà raconté, mais quand j'ai lancé mon podcast, je cherchais un nom et tu sais, pendant longtemps et quand je cherchais des solutions, tu sais, tu réfléchis beaucoup par l'intellect, tu utilises le brainstorming, machin, chose que en fait pour moi ça, pour trouver un titre de podcast, ça n'a pas du tout marché. Et en fait, le titre du podcast que j'ai cherché pendant des semaines s'est imposé à moi. Je me suis réveillé une fois en pleine nuit à 3 heures du matin et j'avais sur les lèvres l'alignement. Et je me suis dit, bah c'est ça en fait. Du coup, c'est aussi un peu une leçon que j'ai et de plus en plus je suis dans cet état d'être aussi de. Les choses arrivent par elles-mêmes et des fois c'est quand tu laisses de l'espace et que tu y penses pas que des choses émergent. Je Voilà. suis complètement d'accord, mais je laisse beaucoup, beaucoup d'espace par rapport à ce nom du podcast. Mais tu vois, il n'arrive pas encore. Et en plus, j'ai demandé à l'univers, à ce que tu veux. Et pour le moment, c'est pas arrivé. Mais ça arrivera, gentiment. J'ai envie de. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours, Hmm. euh, qui pour moi est atypique par rapport à tout ce que tu as mis en place depuis ta start-up, Hmm. ton évolution après. J'aimerais que tu reviennes là-dessus et que tu nous parles un peu de ça, de ce qui s'est Ouais, passé. ouais, ouais, avec plaisir. Bah écoute, si tu veux, moi mon parcours, j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a 7 8 ans. En fait, si tu veux, mes premiers boulots, c'est que je m'occupais des réseaux sociaux des grosses boîtes comme la Fnac, etc. Et très vite, je me suis senti étriqué dans le milieu de l'entreprise. J'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes et d'être indépendant, de lancer ma boîte, etc. Je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est peut-être de famille aussi parce que mon père a toujours été entrepreneur et à son compte. Et du coup, j'ai lancé un peu par hasard une start-up avec des amis à moi. Une start-up qui s'appelait Rocambole. Et en fait, tout est parti de simplement un peu le hasard de la vie où j'ai des potes qui avaient une idée de démocratiser la lecture et en faire un format et un usage beaucoup plus moderne par rapport aux jeunes générations. Et si tu veux, j'ai participé avec eux à un startup week-end. C'est des week-ends où pendant 48 heures, tu bosses sur un sujet nuit et jour, tu bois 4 litres de café par jour, et après tu pitches devant des investisseurs, des incubateurs, etc.
Et on a été lauréat. Enfin, du coup, je suis allé avec eux à Startup Weekend en tant qu'invité. J'étais monsieur marketing à l'époque pour eux. Mhm. Et on a été finalement lauréat de ce Startup Weekend, Ok. donc, qui était organisé par le ministère de la Culture, donc c'était quand même pas rien. Et on a gagné une incubation. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire qu'en gros, on avait quelqu'un qui allait nous accompagner à déployer notre projet. Donc génial. Et en fait, suite à ça, mes deux amis m'ont dit Boris, si tu veux, rejoins-nous dans cette aventure. Et moi, c'était pile le moment où, en fait, j'avais quitté mon taf, je voulais me mettre en freelance. Mais il me manquait un truc qui allait m'exciter un petit peu. Et ce projet-là est tombé un peu à point nommé. Et pendant, tu vois, on a démarré, on a lancé ce projet. Et pendant 4 ans, on est passé de. On a une idée qui était de créer une application de lecture pour redonner le goût de la lecture aux jeunes générations. Une forme de Netflix de la lecture, c'est comme ça qu'on le présentait. Et on avait cette idée, et on l'a développée, Mhm. on a fait une application, on a commencé à trouver des auteurs comme on pouvait, qui n'étaient pas tous excellents au début. Et puis derrière, si tu veux, bah, on a commencé à avoir des histoires sur l'appli, des lecteurs. On a commencé à du coup avoir des investisseurs aussi qui se sont intéressés au projet. Et en fait, pendant 4 ans, on a poussé ce projet assez loin quand même, dans le sens où on était vraiment, tu sais, dans le mode start-up un peu cliché. C'est tu veux créer un gros projet, Mhm. tu passes par la levée de fonds, tu fais de l'hypercroissance tous les mois. Donc le but c'est d'aller très très fort, de chercher une courbe exponentielle Très vite. très vite à l'américaine. Tu vois, c'est vraiment les modèles Airbnb, tout ça, enfin, tout ce qu'on vraiment le cliché un peu de la start-up. Et cette expérience-là, en fait, elle a été à la fois géniale et à la fois riche d'apprentissage dans le bon et le mauvais côté, entre guillemets. Dans le sens où ce qui était génial, c'est que j'ai vraiment appris les vertus du passage à l'action. Ok. Les vertus de. Qu'au final, c'est en allant créer des choses, en étant dans l'action, que les choses se passent. Et que c'est en testant des choses aussi que tu apprends. Moi, tu vois, avant, j'avais un rapport à l'échec qui était très compliqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour moi, je parle toujours de ça, c'est assez rigolo, mais j'ai toujours. Une de mes pires craintes, c'était de redoubler à l'école. Je me disais que si je redouble à l'école, c'est c'est le pire des trucs qui peut m'arriver. Alors que j'étais pas du tout en situation de redoubler, Mhm. mais je me suis toujours dit que c'était un gros échec, que c'était pas. J'ai pas du tout envie que ça arrive. Et si tu veux, quand tu apprends à entreprendre, quand tu es en start-up notamment, c'est que tu apprends que tu vas faire 10 choses, il y en a 2 qui vont peut-être marcher. Ok. Et en fait, tu développes un espèce de muscle de passage à l'action La mise et en mouvement? de mise en mouvement, tu vois. Et cette période de ma vie, elle a été géniale pour ça. C'est que j'ai vraiment, en fait, je suis sorti de la surintellectualisation des choses, de faut que ça soit parfait, de qu'est-ce qui se passe si jamais ça marche pas, à me dire que, en fait, chaque, entre guillemets, échec me rapproche d'un apprentissage et que c'est au plus je vais être à l'aise avec le fait d'être détaché du résultat, au plus en fait bah, je suis libre, je suis serein et les choses avancent, etc. Et tu vois, je dis souvent en coaching une phrase et pour moi elle résonne tellement, c'est de se dire que la clarté, elle arrive de la mise en mouvement et du passage à l'action et pas de la réflexion. Et moi, longtemps dans ma vie, j'étais beaucoup dans la réflexion, dans la tête, etc. Dans le monde des idées, pas beaucoup dans le faire, quoi. Est-ce que ça te rapproche un peu plus de la personne que tu es toi, au fond? Le fait de passer Ouais. à l'action. En fait, ça, pour moi, c'est le passage à l'action te permet de te rapprocher de tes rêves et de tes objectifs, de ce que tu as envie de faire. Euh, Après, il y a une limite selon moi à ça aussi, c'est que c'est important d'aller vers les bonnes choses, ce qui est important pour toi. Parce que tu peux aussi, et moi j'ai été aussi dans cette phase-là, être beaucoup dans le passage à l'action, dans le faire, dans le monde très concret, mais pour les mauvaises choses. Et comment tu sais en fait que tu vas vers la bonne direction pour toi? Bah ça demande, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet.
Qu'est-ce Euh, qui se passe en fait? Parce que depuis qu'on rencontre des gens, là, depuis on a entamé ce voyage, on se rapproche beaucoup du corps en fait. hmm, C'est-à-dire que le corps euh, a des mémoires et il se passe beaucoup de choses au niveau du corporel. Et souvent on parle beaucoup du mental, si tu veux, mhm. mais que le corps en fait indique beaucoup de directions, là où tu dois aller, là où tu dois pas aller. Il y a des courbatures, des choses qui se passent dans le corps et qui est une Hmm. sorte d'indication pour toi. Est-ce que toi, ça résonne avec toi, ça? Ça résonne vachement parce que pour moi, ma vision de ça, maintenant avec du recul, c'est que le corps effectivement sait. Et au plus tu as une écoute fine de ton corps déjà sur l'instant, au plus tu sais ce qui est juste. Euh, Typiquement, si tu sens que par rapport à une décision, ça vient te libérer, ça crée Mhm. une détente, versus une décision où ça vient te tendre et tu viens être dans le mental, il y a une décision qui est plus juste et il y a une autre décision qui est plus liée à des injonctions, des il faut que je me force, etc. Alors évidemment, je te dis ça maintenant, mais sur le moment, quand j'étais du coup dirigeant de start-up, Il n'y c'était avait pas. On fonce. on fonce, on avait ce plan de start-up, d'hypercroissance. Moi, je savais même pas la différence entre une PME et une start-up. Donc on fonçait, on s'était mis corps et âme là-dedans. Évidemment, quand tu commences à avoir des investisseurs, eux, ils te poussent aussi à avoir des modèles comme ça parce qu'ils veulent récupérer leur billes. Et en fait, moi, j'en suis arrivé à un moment donné où j'étais plus du tout là-dedans. J'étais épuisé, j'étais cramé. Euh, Épuisé, cramé par rapport à quoi? Trop de faire, trop de pression, des résultats en plus qui étaient décevants parce que on avait une super idée, mais les résultats n'étaient pas suffisants pour qu'on puisse en vivre correctement, etc. Et du coup, il y avait trop de stress, trop de tension et une façon aussi d'entreprendre qui me correspondait plus. Et j'avais un peu perdu l'amour pour le projet. Tu vois, autant j'étais épanoui dans une forme de flow créatif quand on a lancé le projet. Mais une fois qu'on est rentré dans le mode investisseur, hyper croissance, en plus les résultats qui sont pas là, au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Et mon corps a commencé à totalement dérailler, j'étais épuisé, je commençais à avoir du mal à me lever. Enfin, tu vois, la surcharge de stress qui commençait à se faire sentir. Et mon corps m'envoyait des messages à ce moment-là. Et pendant un moment, j'ai pas écouté. Ouais, T'écoutes pas, tu te ouais, dis, ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? ouais. Et c'est à ce moment-là où je suis tombé sur la respiration, tout ce qui est exercice de respiration, notamment Wim Hof. Et au début, je me suis dit, waouh, c'est fou ce que ça fait. J'ai l'impression que déjà, ça me permet de réguler un peu mes états, je me sens moins stressé. Et là, tu étais toujours dirigeant de la startup Et à ce j'étais moment-là? toujours dirigeant de start-up, ouais. C'était les 2 dernières années, je pense. Ok. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai totalement négligé pendant des années mon corps. Que ça soit pour l'alimentation, le sport, la respiration, le mouvement et tout. Et je suis passé dans une phase où c'est devenu une priorité. Donc respiration tous les jours, faire attention à ce que je mange, remise sur le sport, etc. J'ai compris que j'avais négligé un truc, mais pendant des années. Et déjà, ça commençait à aller mieux. Tu vois, je me sentais mieux, j'avais plus d'énergie. Et je vais revenir juste Ouais. un truc très subtil. Quel a été le déclic, en fait, de ce moment où tu es en surmenage et au moment Hmm. où tu comprends, en fait, qu'il faut vraiment s'occuper de toi et s'occuper de ton corps? Quel a été vraiment le déclic? C'est un trop-plein au niveau de ton corps? C'est un trop-plein mental qui t'a amené après à connaître la respiration Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas de moment. En fait, je pense que le trop-plein s'est fait progressivement, tu vois, vraiment. Où c'est vraiment les symptômes, les signaux, la fatigue, l'irritabilité, des formes d'anxiété qui commençaient à être là. Et j'ai vraiment senti aussi que, tu vois, ça commençait à me déconnecter aussi des autres. Je crois que ça s'est surtout vu aussi avec ma chérie Catalina, où je sentais que c'est elle qui a commencé à me dire, là, Boris, ça va pas, quoi. ça bug. Ça bug. Mais j'ai pas eu de boum, il y a un truc particulier. C'est venu progressivement et j'ai vu que ça commençait à bugger. Il y a une fois ci où je me suis fait un peu peur quand même pour un truc, c'est
je faisais une respiration Wim Hof, peu importe. Et après cette respiration, je me suis levé, je suis tombé, chute de tension. Tu vois, je me suis dit, ouais, c'est comme, faut peut-être quand Mhm. même que je fasse un peu gaffe, tu vois. Donc c'est venu progressivement, mais Il n'y a pas réellement de déclic. C'est plein d'aspects non. extérieurs qui t'ont amené Ouais, à comprendre ce qui se passait. je pense que j'ai quand même une bonne écoute de moi-même, dans le sens où j'écoute assez quand même les signaux, Mhm. et au bout d'un moment, je les écoute, et tu vois, moi je raconte souvent que j'ai fait ce qu'on appelle un burn-in, tu vois, ce truc c'est du stress chronique qui s'installe sur la longueur. Et à chaque fois, j'écoutais, je lâchais un peu prise, mais après, j'y allais quand même nouveau. J'ai pas fait ce truc, tu sais, des gens, souvent l'histoire, quand on te raconte, t'as fait un burn-out, les gens se prennent un mur, le matin, ils se lèvent plus, et pendant 2 ans, ils font plus rien. Moi, j'ai pas fait ça. C'était vraiment en mode, comme s'il y avait un mal qui me rongeait longtemps, et que je l'écoutais parfois, et des fois non, et que Et t'étais conscient quand même qu'il y avait ce mal-là. j'en étais conscient, mais je voulais quand même. Tu sais, il y a ce truc aussi où pendant longtemps, je voulais être cet entrepreneur qui est fort, qui arrive quand même. Mhm. On avait un projet à mener, on avait Ouais. des investisseurs. J'avais envie d'aller. Toi, ça faisait 3 ans qu'on était sur ce projet, t'as envie d'y aller, quoi. Et puis tout le temps, t'as des bonnes nouvelles, tu te dis, ok, on est sur la bonne voie. T'as des discussions, ce qui se passe bien. On avait des projections d'adapter certaines de nos séries au cinéma et tout, tu vois. Donc il y avait vraiment Ah ouais. il y avait des trucs cool, hein, tu vois, Ouais. dans nos investisseurs, on avait un des premiers financiers du cinéma européen, on était vraiment bien entourés, on avait beaucoup de notoriété dans la presse aussi, parce que notre projet était cool, c'était vraiment un Mhm. projet cool, tu vois. Mais donc ouais, on poussait, jusqu'au jour où, en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais plus envie, et que ça revenait aussi de ce projet de coaching. Parce que moi, déjà, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je discutais beaucoup avec des coachs. Je me disais, ah, ce métier, ça m'intéresse, etc. Mais pour autant, je ne m'étais pas lancé à l'époque parce que c'était pas le bon moment. Et du coup, je commençais à me dire, ouais, en fait, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Ça me parle plus trop ce projet. Donc, en fait, à la fin, si tu veux, pour la petite histoire, parce que je trouve que la fin, elle est assez drôle, c'est que à la fin, il n'y a plus rien qui. Enfin, il nous restait 4 mois de cash dans la boîte. Et on savait que ça allait plus rien donner, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était l'époque où il y avait l'essence de tous les NFT, etc. Je sais pas si ça te parle, Ouais, complètement. lien avec la crypto-monnaie, Ouais. NFT, c'était un peu la mode du moment. Ouais. Et j'avais une partie de mon équipe qui était à fond sur les NFT. Et en gros, on s'est dit tous ensemble, bah là, il reste 4 mois, et si on faisait une campagne pour vendre des NFT, donc c'était des objets numériques. Et l'idée, c'était de créer une histoire, un monde, à l'instar d'un Pokémon, et on allait vendre des NFT en crypto-monnaie. Et moi, à partir de ce moment-là, j'étais en mode, ok, bah là, c'est sûr que je vais me barrer, parce que même si ce truc-là, il marche, c'est pas du tout C'est mon pas moi. truc. Mais tu vois, j'avais à la fois ce truc de loyauté pour mes associés, en Ouais. mode, vous avez besoin de moi parce Je que suis là. je suis là. Ouais. Et en même temps, j'étais en train de me dire, si ce truc marche, ça peut être cool pour rentabiliser tous les efforts qu'on a fait d'un point de vue financier, Complètement. etc., pour faire vivre mon projet suivant, tu vois. Ouais. Et pendant 4 mois, je me suis retrouvé à, bah, tu vois, aller faire des campagnes NFT, à discuter à des gens sur 4 fuseaux horaires, machin, vendre des trucs numériques. C'était tout ce que je détestais. Et c'est là où je me suis dit, ouais, il est temps que ça finisse tout ça. Et pour la petite histoire, c'est que on a réussi à, tu vois, vendre pour 400 000 euros de NFT. Donc, pour te dire quand même, un NFT, c'était une image tu vendais une image 400 balles. Et les gens achetaient une image 400 balles. Donc, bon, truc de dingue. Bon, je te fais un peu le trait. Et donc, on réussit à faire ça. Et la vie fait que, je ne sais pas, on tombe au moment où les crypto-monnaies s'effondrent. Et tout l'argent qu'on avait Il y avait plus. gagné, en fait, divisé par 3 et par rapport au coût qu'on avait, ça valait rien. Ok. Et donc, en fait, là, tu te dis, bon, bah, encore une fois, visiblement, ce projet, C'était pas le bon. c'est l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est ça aussi, c'est la vie, c'est le jeu.
Et c'est là où, du coup, après, je suis passé à autre chose, quoi. Et c'est à ce moment-là, même un tout petit peu avant, que tu as connu le monde de la respiration. Ouais. Et qu'est-ce que la respiration t'a apporté? Hmm. C'est à ce moment-là que j'ai connu la respiration, même un petit peu avant. C'était pendant cette transition-là. La respiration m'a amené vraiment le côté où connexion à moi, le fait d'avoir toujours avec moi un outil comme la respiration pour être présent, pour être connecté à moi, mes sensations. Un outil aussi pour manager le stress quand j'en avais. Euh, Retrouver de l'énergie quand j'en avais besoin. Enfin, c'était vraiment une phase de ma vie en fait où j'étais dingo de ça. Genre, je ne jouerais que par ça. J'avais une attention constante sur ma respiration durant mes journées. Je pense que c'était peut-être un peu trop, mais je suis un peu, j'ai aussi un peu cette tendance à être extrême par moment. Et je pense que c'est nécessaire, mais ça m'a vraiment, tu vois, a posteriori appris cette conscience du moment présent. Ouais, exactement. C'est ça, Ouais. et avec du recul, tu vois, beaucoup de gens voient la respiration comme un outil de stress management, de la cohérence cardiaque, etc. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Dans le sens où c'est la respiration qui te connecte au moment présent et elle est toujours là quand on a besoin. Et c'est pour moi la chose la plus extraordinaire avec la respiration, c'est elle te reconnecte au présent avec les autres, etc. Tu sais que moi aussi je connais ce monde de la respiration et je sais pas si ça a fait la même chose. Enfin moi j'ai vécu, je pense à peu près la même chose. Euh, j'ai connu la respiration par les bains froids Hmm, et quand j'ai commencé réellement à respirer en fait, j'ai eu une grosse prise de conscience sur comment je respirais, hmm, par où je respirais, comment je respirais à certains moments stressants de ma vie. En fait j'étais attentif à ce qui se passait avec ma respiration. Donc ça m'a hmm, ramené sur le présent. Et en fait, quand je faisais ça, j'étais vraiment présent à moi-même. Et plus je faisais ça dans le temps, plus ça m'ouvrait d'autres portes, hmm, déjà sur moi et sur les autres. Et ça a ouvert beaucoup plus de prise de conscience sur la relation que je pouvais avoir avec moi-même, hmm. avec le fait de m'aimer, le fait d'aimer les autres, le fait d'écouter les autres, d'être présent. Hmm. Est-ce que tu as ressenti ça, toi, de ton côté-là? Ouais, carrément. Carrément. Et je pense que j'ai mis des mots dessus plus tard, Mhm. mais c'est vraiment effectivement le fait que ça te connecte au présent, du coup tu as une meilleure écoute avec les autres, meilleure écoute de toi-même aussi, de tes ressentis, de tes émotions, etc. Et je trouve que c'est ce qui est... Beaucoup de gens passent à côté de ça quand ils s'intéressent à la respiration. Ils vont surtout chercher le côté j'ai un stress, ok, je vais gérer le Ouais, stress avec un exercice de respiration. Je suis fatigué, ok, je vais faire du respiration ouais, Wim Hof pour m'envoyer, etc. Ok, j'ai des traumas, je vais faire la respiration holotropique pour... Ok, c'est bien. Mais pour moi, euh, tu loupes un peu ce truc de simplement être là avec ce qui est là, là, l'émotion désagréable, c'est maintenant. et l'accepter, revenir au présent. Parce que tu vois, typiquement, je pense que tu passes totalement à côté du truc quand par exemple tu as une émotion désagréable et tu veux pas la ressentir et tu la régules avec la respiration. Pour moi, ça, avec du recul, c'est ce que je faisais. En fait, c'est comme si c'était une fuite pour pas ressentir. Exactement. Ouais. Ouais. Et je pense que 90% des gens qui s'intéressent à la respiration l'utilisent pour pas ressentir, Pour effacer, pour effacer, pour fuir en fait, pour comme tu fuir, dis. au lieu de sentir ce qui est désagréable. Je sais pas, imaginons que j'ai une tension, Ouais. quelque chose qui me tend, plutôt que laisser vivre cette tension, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Soit on va se réfugier dans les pensées, dans sa tête, pour ok, quelle solution je pourrais faire pour ça que soit ok, j'ai un truc qui va pas, exercice de respiration, au lieu d'être juste pleinement présent. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert a posteriori aussi. Euh, et je pense que la respiration m'a aidé, tu vois, à mettre de la conscience là-dessus. Complètement. Ça résonne beaucoup avec moi parce qu'aujourd'hui, je médite beaucoup. Hmm, Avant de rentrer en méditation, je fais pas mal de respi. Ça m'amène un apaisement, une prise de conscience sur hmm, l'instant. Je me concentre en fait sur comment je respire par le nez et ma posture et ainsi de suite. J'ai appris aussi que la position du Bouddha, on va dire, elle hmm, est... Ben, c'est faux pour moi parce que Bouddha, en fait, il était bien dans cette position, la position du lotus, mais c'était sa position à lui. hmm, C'était
sa part à lui. Et aujourd'hui, pendant des années, je me suis mis en tailleur, alors que j'étais dans une posture qui était inconfortable. Hmm. Et un jour, j'ai compris en discutant avec un très très bon ami que la posture n'a pas réellement d'intérêt par d'être Hmm. dans la posture du Bouddha. Et en fait, j'ai essayé d'être dans une autre posture qui me plaisait, même allongée. Hmm. Et en fait, j'ai compris que je pouvais, grâce à la respiration, euh, vraiment être en adéquation avec mon corps dans une posture qui me convient. Hmm. De là, j'arrivais à méditer, à être vraiment présent, observer les pensées qui arrivaient, même des pensées hyper négatives quand il y avait des gros problèmes Hmm. avec des structures ou quoi que ce soit, même avec ma famille ou mes amis, mais je sais qu'elle est là. Hmm. Et je l'observe, mais je la laisse vivre, je l'accepte et je l'accueille, et je la laisse couler en fait. Hmm. Et après, je peux rentrer dans des états de visualisation où je peux voir plein de choses et être vraiment dans ces états-là. Et est-ce que toi, déjà, tu arrives à méditer Hmm. et à ressentir ce que je dis Hmm. là aujourd'hui au niveau de ces pensées? Parce que les pensées amènent des émotions, souvent on est traversé par des émotions. Hmm. Et la respiration aussi régule Hmm. toutes ces émotions. Est-ce que ça te parle ou pas, ce que je suis? Ouais, ça me parle beaucoup. Je suis pas un grand méditant, pour être honnête. Euh, je suis pas un grand méditant et j'ai eu des phases où pendant 2 ans je méditais, etc. tous les matins. J'ai pas eu l'impression que ça m'a été utile quand je le faisais. Enfin, ça m'a été utile, mais ça n'a pas été pérenne, entre guillemets, dans le sens où quand j'arrêtais, je sentais que entre guillemets, les effets positifs étaient diffus. Je te parle de ça, c'était il y a 7-8 ans, quand je méditais tous les jours. Après, il y a eu la respiration, donc j'ai beaucoup pratiqué la Mm. respiration, de temps en temps, avec de la méditation, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'essaye plutôt d'avoir une méditation, en fait, d'être dans un état méditatif le plus souvent dans ma journée. Quand je dis état méditatif, ça veut simplement dire observer si j'ai des pensées, et si j'ai des pensées, ah, ok, j'ai une pensée, reviens dans le présent, prendre le temps pour faire les choses. Euh, c'est des choses bêtes, mais simplement, quand je fais la vaisselle, j'essaie de faire la vaisselle, mais la faire en mode en conscience, Ouais, tu vois. ouais, Je trouve que la respiration aide à ça. ouais, complètement. Et moi, le gros déclic que j'ai eu aussi, et ça c'est l'année dernière, c'est la respiration était là pour me connecter au présent, mais j'avais pas encore fait ce lien entre les pensées et les émotions. Et aujourd'hui, pour moi, c'est en train de. Enfin, ça a déjà totalement changé ma vie, mes relations aux autres, ma relation au travail. Et c'est encore en train d'infuser. C'est de comprendre que mes pensées créent mes émotions. Et que au plus je vais avoir des pensées tournées soit sur le futur, soit sur le passé, et des pensées qui sont plutôt entre guillemets anxieuses, négatives, etc., au plus ça va créer ma réalité. Je vais être dans des émotions d'anxiété, de crainte à Stress. l'avenir, de Ouais. ressassement du passé. Et en fait, à partir du moment où tu comprends que bah, c'est tes pensées qui créent ta réalité, et que tu arrives à juste noter que si tu as une pensée là, hop, qui t'attrape sur ah, ok, je suis en train de ressasser un truc que j'aurais dû faire, nanana, et tout le monde a ça, hein, c'est normal. Je dis pas qu'il faut arrêter d'avoir des flux de pensée, Surtout pas. surtout, c'est impossible. Ouais. C'est simplement de noter, ok, j'ai ça là, ok, je l'ai noté, je reviens dans le présent, et simplement, en fait, je suis plus dans cet état de crispation, de tension, etc. Et au plus je travaille ce muscle et je comprends cette réalité-là, au plus je suis connecté au moment présent, avec les autres, avec soi, au plus les choses sont fluides, et au moins je suis dans un état de tension, de stress, au moins je suis dans ma tête, etc. Et je pense que je suis quelqu'un, enfin j'ai été longtemps dans une tendance à penser beaucoup. Ouais. On appelle ça du overthinking, une forme de rumination constante. Et en fait, passer sa vie dans sa tête, ça te déconnecte totalement du présent et tu t'imagines des réalités qui n'existent pas et tu crées la réalité, quoi. Ouais, tu fais des projections Hmm. souvent par rapport à ce que tu crois vivre ou
même par rapport aux autres. Ouais. Et ça t'amène des brouillards internes. Hmm. Et c'est pas, enfin, moi, en tout cas, ça m'amène des brouillards internes. Et ça me bloquait sur beaucoup de choses, surtout les Hmm. relations qui étaient super importantes pour moi. Et le fait d'être vraiment présent, d'être là avec la Hmm. personne, et d'être déjà de m'aimer, ça c'est Hmm. super important parce que derrière, avec ces prises de conscience, avec la respiration, la méditation ou toute autre forme, ce sont des outils en fait qu'on en a déjà Hmm. parlé tous les deux. Et c'est des outils et d'autres portes s'ouvrent et on est vraiment en connexion avec l'autre sur cet instant-là. Et ça fait vraiment du bien en fait, vraiment du bien de s'aimer. Plus on s'aime et plus je m'aime en fait, plus j'aime l'autre tel qu'il est. Hmm. Et j'essaye même pas de Accepter ce qui est là, en fait. accepter, mais même pas de changer la Hmm. personne. Parce qu'il y a des années en Hmm. arrière, j'essayais de changer la personne. Je vois très bien, ouais. Je voulais qu'elle réagisse d'une certaine façon, Je vois très bien. tu vois. Et là, derrière, avec tout ça, ça amène un apaisement sur soi. Enfin, sur moi, en tout cas, je vais parler de moi. Ça m'apaise. C'est hyper subtil. Parce que tu as des moments où... Enfin, j'ai des moments où... euh, mais il y a l'ancien qui est là, tu sais, avec toutes ses Hmm. croyances. Hein. Et j'ai le nouveau, là, l'homme que j'ai envie de Hmm. devenir, qui est là. Et j'ai les deux voix qui parlent, hein, Hmm. qui se réveillent. Et des fois, je lui parle à celle-là. Je lui dis non, c'est pas le moment. Et on va rester là. Et en fait, j'adore. Ça résonne. Tout ce qu'on est en train Ouais. d'échanger là, ça résonne énormément. Et ça. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à cette prise de conscience par rapport justement au fait de les penser, créer ta réalité, etc. Est-ce que c'est ta méditation ou autre chose? Je pense que c'est un tout. Et pour être franc avec toi, je pense que la vie m'a amené vers ce chemin-là. Hmm. Parce que depuis tout petit, je me sens différent. Hmm. Euh, j'ai été beaucoup entouré de thérapeutes, de coupeurs Hmm. de feu, de magnétiseurs, de chamans, Hmm. d'un monde qui est un peu aujourd'hui Hmm. parallèle à ce qu'on peut en dire. Et c'est ma route. Et je l'accepte de plus en plus. Pendant des années, je l'ai pas vu. Je n'ai pas voulu la voir plutôt. Hmm. Et j'ai occulté tout ça. Je suis rentré dans le monde enfin, je suis dans le monde du bâtiment, moi, le monde de l'immobilier, qui n'a rien à voir, qui est très très matériel. Hmm. Et on en a pas mal discuté aussi Ouais. ensemble. Et au fur et à mesure, au fur des années, je pense que ça va s'éteindre tout doucement. Et ça me fait penser à ce que tu as partagé tout à l'heure avec la start-up, avec tout ce que tu pouvais ressentir vers la fin. Ça arrive progressivement et ça Hmm. résonne beaucoup en moi. Je pense que je suis pas là avec toi à échanger aujourd'hui pour rien. Et ça me fait très très plaisir. Je sais pas, pour répondre réellement à ta question, je pense que c'est mon chemin, tout Hmm. simplement. T'as pas eu de déclic particulièrement ou d'expérience qui t'ont fait prendre conscience de ça, tu sais, parce que des fois, Si, il peut... Si, si, ouais. ouais. J'ai une rupture amoureuse qui a, Hmm. qui a beaucoup chamboulé ma vie. Euh, et en fait, j'en avais marre de Hmm. répéter les mêmes schémas. Et c'est moi, hein, tu vois, je Hmm. répétais toujours les mêmes schémas, je repartais dans les mêmes choses. Et à un moment donné, je me suis dit, ça suffit, quoi. C'est bon, Hmm. il faut arrêter les conneries. Et c'est vraiment, c'est la respiration et le froid qui m'ont reconnecté à moi, en fait. Et aujourd'hui, je me reconnecte à moi, je m'aime de plus en plus. Et je me reconnecte aux gens. Hmm. Et j'aime les gens de plus en plus. Et ça me fait du bien. Ça fait, et puis, je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens Ah d'être bah, c'est sûr. Ouais. reconnectés. Ouais. On a beaucoup parlé de la respi et tu as fait pas mal de choses dans la respi même au niveau Hmm. des formations en ligne. Je crois que tu as fait des stages, tu as mis en place des stages. Aujourd'hui, tu continues cette facette-là? Hmm. Je continue à le faire, mais si tu veux, à un moment donné, c'était mon... Je faisais essentiellement ça et j'étais reconnu pour ça, pour faire de la respiration, des formations, du coaching, respiration, des stages, etc. Je continue à le faire. Mhm. Tu vois, là, cette année, j'ai 2 stages, un au mois d'avril, un au mois de novembre, euh, où l'idée, c'est de faire vivre une expérience de reconnexion à soi, à travers notamment la respiration et le froid, on en parlait. Aujourd'hui, je vois plutôt la respiration comme un outil, alors qu'avant, je le voyais comme une fin en soi. Ouais. Pour moi, la respiration est un outil, comme la méditation, comme la PNL, comme plein de choses. Et aujourd'hui, je- si je devais me mettre une casquette, hein, c'est plutôt de ce qu'on appelle du coaching. L'avantage du coaching, c'est que c'est assez large et tu peux y amener tout ce que tu veux. Et ce que je fais plutôt, c'est en fait aider les personnes qui viennent me voir à réaliser leurs rêves, réaliser leurs objectifs.
et changer leur état d'être pour arriver à matérialiser ce qu'elles ont envie de faire dans leur vie, quoi. Et des fois, j'utilise la respiration. Je t'avoue que de moins en moins, parce que je trouve que c'est quelque chose vraiment qui se vit sur un espace dédié, comme un week-end, etc. Et je trouve qu'il y a d'autres façons aussi d'amener les gens à être plus conscients, notamment avec des discussions, des échanges, faire prendre conscience aussi des histoires qu'on se raconte. Mm. J'aime pas trop le mot des croyances, mais c'est un peu plus en fait une histoire qu'on est en train de se raconter, une pensée auquel on est en train de s'attacher. Et de plus en plus, ma pratique s'oriente là-dedans aussi. D'aider les gens à définir ce qu'ils ont envie de matérialiser, faire naître en essence ce qu'ils sont, par des discussions qu'on a profondes, comme on a tous les deux, en toute vulnérabilité, où on enlève les masques et on essaye de déconstruire aussi leur façon de penser, parce que c'est ça, c'est comme tu penses qui crée ta réalité, c'est ce qu'on dit juste tout à l'heure. Et si tu penses que tu ne vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Exactement. Si tu penses que tout ce qui t'arrive, c'est à cause des autres, bah, tu te mets dans une position de victime, donc ça va être ta réalité. Ouais. Si tu penses que, tu vois, j'accompagne aussi sur le volet business des entrepreneurs, t'es pas créatif, t'es pas bon en vente, ça va être ta réalité. Et si tu croyais l'histoire, que si tu pouvais l'être, parce que tu vois, j'ai écouté un podcast qui disait ça m'a fait rire là, il y a quelques jours. Quelqu'un qui disait ouais, mais moi je pense pas être un bon entrepreneur, etc. C'est pas mon truc. Est-ce que tu penses que quand tu nais enfant, là on se dit il y a un enfant, ok, il vient de naître, lui ça va être un bon entrepreneur, j'en suis sûr. Simplement, pour moi c'est important de être déjà la personne que tu veux être dans le moment présent. Et c'est ça qui va amener à du faire, des résultats et du concret. Et déjà, l'être profondément. Et faire ce qu'il faut, après derrière, pour être cette personne-là. Et prendre les actions que cette personne-là, que tu as envie d'être, ferait. Mm. Et c'est pas toujours évident, Non. évidemment. Mais pour moi, la clé, c'est ça. Et le coaching t'amène à ça aussi. Ouais, complètement. Et nous, on s'est connus il y a un peu plus de 6 mois ou 6 mois. Pour toi, je crois que c'était une phase qui était assez importante. Une sorte on va dire, de virage un peu dans tes accompagnements, où tu avais cette partie de respiration et tu avais une sorte de prise de conscience que la respiration était un outil, mais tu voulais amener beaucoup plus dans tes accompagnements. Ouais. Et il me semble que, si j'ai bonne mémoire, à l'époque, tu avais fait un podcast, mais tout seul, toi, et tu t'étais livré par rapport à ça, par rapport à ce changement. Et qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? Quel a été je sais pas si c'est le bon mot, mais une sorte de renaissance. Ouais. Je sais pas si c'est le bon mot. Si, tu m'excuseras, Boris, mais... Non, mais écoute, ça me va, le renaissance. Je suis on y va. C'est ça. Je renais de mes cendres. Non, mais si, ça me parle, en fait, si tu veux, pour mettre un peu de contexte, j'ai eu une phase où, comme je te disais, suite à ma période start-up, je suis allé corps et âme dans la respiration, et moi, j'ai une façon de... Quand j'apprends quelque chose, j'aime le partager, c'est ma façon d'apprendre. Et du coup, j'ai commencé à accompagner des dirigeants d'entreprise, des thérapeutes sur la respiration, etc. Et à un moment donné où je me suis rendu compte que j'accompagnais typiquement des dirigeants d'entreprise, je leur apprenais à avoir une meilleure conscience de soi avec la respiration, etc. Et j'avais l'impression que des fois, c'était comme si je leur mettais un pansement ou je leur donnais un outil de « Ah ok, je peux gérer mon stress avec la respiration, ok, je fais ça, etc. » Et j'avais l'impression que je pouvais aller encore plus loin. Et j'avais ce pressentiment que ça passait par des discussions sur les sujets qui pouvaient les challenger, à les creuser un peu à la racine, à essayer de voir comment ils pensaient, etc. Et à ce moment-là, c'était un peu difficile pour moi parce que je m'étais vachement engagé dans ce domaine de la respiration, j'étais reconnu dans ce domaine, mais ça sonnait plus juste pour moi. Okay. Et du coup, c'était un peu challengeant parce que je savais pas où j'allais, j'avais l'impression que c'est comme si j'allais perdre quelque chose de cette forme de reconnaissance que j'avais. Et du coup, je m'étais livré avec un podcast là-dessus en disant ça résonne plus, je sais pas trop où je vais, mais ça semble aller vers là.
Et puis derrière, écoute, ça s'est fait naturellement. En fait, c'était juste que j'ai eu conscience que la respiration n'était qu'un outil, que je pouvais aller plus loin en faisant ce que je fais aujourd'hui, plutôt une forme de coaching, hein. Et, euh, et en fait, je voyais aussi que la prochaine étape, si je restais uniquement sur la respiration, c'était pas quelque chose qui était juste pour moi. C'est-à-dire? Que tu sais, c'était de potentiellement être formateur en respiration, créer une école, Ça etc. résonnait pas avec toi? Non, parce qu'en fait, je te disais, moi, je pense qu'une de mes forces, c'est de réussir à cerner les gens. Je sais pas, c'est pas le mot cerner, mais à comprendre qui sont, leur potentiel, ce qu'ils sont en essence et quels sont leurs points forts, etc. Et dans cette posture, dans cette posture qui était d'être formateur en respiration, ça résonnait pas pour moi et j'avais besoin en fait d'être beaucoup plus libre dans ma pratique. Et le coaching permet d'avoir cette liberté, d'avoir différents outils, de pouvoir aller en profondeur et que chacun a sa façon de pratiquer, etc. Et ça s'est fait naturellement au final, tu vois. Et aujourd'hui, c'est encore en train de passer d'autres dimensions. Ça va c'est fluide en fait, tu vois. Ouais. Mais ça a été un moment difficile de se dire, ok, bon là, on change un peu le braquet, on va vers là, ça sonne plus juste par ici. Et puis c'est toujours ce que j'ai fait dans ma vie, tu vois. Quand ça sonne plus juste, on fait évoluer les choses. Et on sait pas vraiment ce que ça va donner par la suite, mais une forme de confiance à ce que ça soit la bonne décision, quoi. Tu te sens aligné complètement avec qui tu es et ce que tu as envie de donner aux Ouais, autres? Ce qui rejoint ton podcast à l'alignement c'est aujourd'hui. ça. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes accompagnements, ce que tu mets Hmm, à l'intérieur, les outils hmm, que tu peux utiliser hmm. et ce qui résonne en toi aujourd'hui, quoi, par rapport à tout ça? Ouais. Bah Moi, je, non, mais moi, je le connais. ouais. En fait, si tu veux, je te disais, ce qu'on disait, le coaching, c'est une forme de conversation que tu as avec une personne. Moi, je me suis pas formé dans une école de coaching. Mm. Et ça a été une vraie question à un moment donné Ouais. de me former, mais ça résonnait pas pour moi. Euh, et du coup, en fait, je me suis rendu compte que ce qui avait de la valeur dans mon coaching, c'était mes expériences de vie que j'avais eues avant, et c'était aussi ma présence que j'avais avec les autres. L'écoute, la capacité aussi à venir détricoter leur façon de penser, etc. Et en fait, c'est ça ce qu'on fait durant une séance de coaching individuel, c'est qu'on va avoir une discussion profonde sur qu'est-ce qui te challenge dans ta vie, vers quoi tu as envie d'aller, et on va mettre en mouvement des choses pour que ton être, sur un moment T, en fait, vibre et aille vers cet objectif-là. Et en fait, c'est assez difficile de dire ce que je fais parce que, genre, à part avoir des discussions profondes et connecter avec les gens et laisser passer un peu ce qui est là sur le moment, j'ai pas de technique, tu vois. J'ai pas de technique de PNL, pas de technique d'hypnose. Et au plus j'avance, plus je me rends compte que au plus je suis connecté à la personne durant l'échange, au plus c'est là qu'il y a des miracles qui se font. Même si, bon, le mot miracle, t'as compris que ça n'a pas de caractère religieux, mais Mhm. alors que si je suis dans l'anticipation, la technique, machin, c'est là où ça me déconnecte totalement de ce qui pour moi a le plus d'impact en fait dans le coaching. Donc ouais, ça passe par ça. Moi j'ai découvert aussi l'année dernière le format mastermind que je fais expérimenter, Ouais. qui est assez... ouais, je sais que ça t'a parlé, et moi c'est la première fois que j'ai fait... Ah, j'adore. Ouais, ce format est génial pour ceux qui connaissent pas. C'est en fait l'idée d'utiliser l'intelligence collective du groupe pour une problématique que quelqu'un rencontre. Et tout un groupe va bosser pour une personne et va faire un effet miroir pour essayer d'amener une perspective un peu différente sur un sujet. Ouais. Et en fait, c'est génial. Moi, j'ai découvert ça et je participe à des masterminds. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, je veux faire vivre ça à tout mon C'est groupe. très puissant.
Parce que c'est dingue, en fait. En fait, je trouve que ça fait vraiment émerger les histoires qu'on se raconte. Et tout le groupe va te dire la même chose. Bah là, Boris, t'es en train de te raconter une sacrée histoire. Ouais. Tu vois, moi, je me rappelle la première fois que je suis passé sur le siège chaud. C'était il y a quelques mois. C'était autour du fait que. En plus, tu sais, c'était très rigolo parce que tu sais comment ça fonctionne. Généralement, c'est la personne qui a le problème le plus important, le plus urgent qui va sur le siège chaud. Cette fois-ci, moi, je suis arrivé un peu par hasard parce que c'était mon binôme. Il n'y a pas réellement de hasard. Il n'y a pas de hasard, on est d'accord. Mon binôme qui m'a envoyé sur le siège chaud en me mettant une note. Du coup, moi, j'avais pensé pas du tout passer ce soir-là. Et en fait, c'était au sujet de une forme de, tu sais, de perte de plaisir dans toute la partie commerciale de mon métier, quoi. Donc la promotion de mes services, la vente, etc. Et j'en avais même pas conscience, mais tout le groupe m'a dit la même chose de façon différente. Et je me suis dit, oh, mais waouh, mais en fait, c'était sous mon nez. Et depuis des mois, et ça fait des mois que je suis en train de me raconter une histoire et que je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui va pas. Et en fait, ça m'a fait un pouf. Et suite à ça, ça te met quelques jours à prendre après, ça te met un peu. Ouais, Ça complètement. ça te ramasse bien par terre. Ouais, ouais. Mais après, c'est comme si tu faisais une espèce de saut quantique et que ça t'amène à un autre niveau de conscience. Ouais. Exactement. Et c'est là où tu vas régler ton problème. Tu vois, souvent, je crois que c'est Einstein qui disait ça, que tu peux pas régler des problèmes sur le même niveau de conscience qui a créé ce problème-là. Ouais, et je trouve que ça fait ça sur le hot seat. Et c'est assez dingue. Et en tant que quand c'est pas toi qui es au milieu, c'est toi qui participe aussi et qui aide l'autre, ça te donne un effet miroir sur tes problématiques aussi qui est juste dingue, quoi. Donc, complètement. Moi, je l'ai vécu il y a pas si longtemps que ça. ouais. Et ça m'a amené à, à poser mes mains, on va dire. Et c'est grâce à vous tous, là, tout ça. C'est très, très puissant. Tu as une facette aussi dans tes accompagnements qui n'a pas oublié, qui est marketing, tout ce qui est marketing, parce que tu as Ouais. eu une influence, tu as eu beaucoup, beaucoup de followers, on va dire, en très peu de temps. Et tu as une façon qui est là, qui est bien à toi, d'accompagner les gens aussi dans cette phase-là, en fait, Ouais. qui est le marketing. Ouais. Ça, tu peux en parler un peu? Ouais, carrément. Bah, si tu veux d'où ça vient, moi, j'ai fait 10 ans de marketing, hein, c'était Ouais. mon métier, hein. Quand j'étais même dirigeant de start-up, j'étais responsable de tout ce qui était trouver des clients, développer la croissance, etc. Donc sur le volet marketing. Et donc j'ai toujours fait ça, publier sur les réseaux sociaux, faire de la pub, créer des sites, etc. Et en fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel dans mes accompagnements parce que tu vois, je me rends compte que beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont des coachs, des thérapeutes, des formateurs ont besoin de développer ce travail un peu commercial, marketing, etc. pour vivre leur activité. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand je faisais mes formations de naturopathie, respiration, le problème, c'est que je voyais beaucoup de gens qui se formaient, très peu de gens qui se lançaient, et encore moins qui en vivaient. Et en fait, quand tu regardes les stats, tu as 90% des gens qui font des formations de naturopathes, coach, etc., qui n'en vivent pas. Il n'y a même pas 5-10% des gens qui en vivent. D'accord. Et pour moi, je me suis dit, putain, mais je comprends pas, c'est un gâchis, quoi. Vous avez appris plein de trucs, vous gardez tout ça pour vous, il se passe rien. Bah, ceux qui se lancent, déjà, c'est une minorité. Et après, parmi ceux qui se lancent, ceux qui en vivent, c'est encore une minorité. Et en fait, je me dis, putain, si la personne ne peut pas en vivre, bah, du coup, elle va arrêter. Du coup, bah, elle va aider personne. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Boris, là, à force qu'on te demande, parce que tu vois, je rencontrais plein de gens qui disaient, ah, tu peux m'aider sur les réseaux sociaux, sur la vente, etc. Et je me disais, mais en fait, là, c'est presque tout ce que tu as fait avant, tu as aussi besoin de le redonner. Tu l'as pas fait par hasard. Complètement. C'est qu'on en a besoin. Enfin, Mm. dans les métiers de l'accompagnement, on a besoin, et tu as beaucoup de gens qui ont des blocages par rapport à ça. Le fait de se mettre en avant, Ah bon? le fait de... c'est normal au début. Ouais. Tu vois, le fait de vendre, entre guillemets. Et ouais, ça fait partie de mon accompagnement avec le public, notamment des coachs, thérapeutes, etc. Parce que dans ce métier-là, tu as 50% sur ton savoir-être, ton savoir-faire,
t'es accompagnant, mais t'as 50% qui est aussi lié à le fait que t'es un entrepreneur et que tu dois trouver des clients Mm. et tu dois aider des gens, Ouais. tu vois. Et que si t'as pas de clients, bah, peut-être personne, en fait. Et c'est dommage. Après, franchement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et certaines personnes vont juste faire ça à côté. Ça va être un hobby. Certaines personnes ont juste fait ça pour eux suite à un burn-out. C'est ce qu'on observe souvent. Ouais. Mais je trouve que certaines personnes ont vraiment des dons pour le faire. Et que je trouve que c'est dommage que ça puisse pas s'exprimer et qu'ils puissent pas en vivre. Parce que si tu peux pas en vivre, c'est un peu compliqué, quoi. À part si tu arrives à avoir un autre travail confortable à côté, ça peut très bien aller aussi, tu vois. Mais ouais, il y a vraiment dans cette population, je m'inclus dedans, mais dans tous les accompagnants, les coachs, etc., ont des difficultés avec la promotion et la vente. Pour moi, c'est quelque chose qui est naturel parce que je l'ai fait pendant des années. Et je vois aujourd'hui à quel point c'est utile, tu vois, de redonner ça aussi avec ma patte et une vision qui est humaine, authentique, alignée, etc. Parce que moi, ça me tient à cœur et je pense que c'est important de le faire comme C'est ça. toi, en fait. C'est ça. Et je pense même que en tant qu'accompagnant coach, tu peux pas aborder la vente et le marketing comme tu l'abordes si tu vends des bagnoles, quoi. Je pense que c'est deux mondes complètement différents. C'est différent et tu as besoin d'être au service des autres, de montrer ta valeur, d'avoir un impact. Et tu vois, si tu te lèves tous les jours en te disant qui est-ce que je peux aider aujourd'hui, quel impact je peux avoir dans la vie des gens, au Mm. plus tu te rapproches de ça, au plus bah, tu vas avoir de l'impact, au plus les clients aussi, tu vas avoir de clients. Et moi j'ai cette approche où de plus en plus, je suis en train aussi de déconstruire des choses que j'ai appris par rapport au marketing, tu sais, parce que ça faisait 10 ans que je faisais du marketing, de la start-up, beaucoup de travail sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est essentiel, ça permet, tu vois, de te rendre visible, là, tu vois, ce qu'on est en train de faire, Ouais. c'est génial, les gens, ils nous connaissent, etc. Mais de plus en plus aussi, j'essaie d'avoir, dans ma façon d'être et de faire, c'est comment est-ce que je peux aujourd'hui, je croise une personne ici, au studio d'enregistrement, comment est-ce que je peux lui faire vivre une expérience de coaching, tu vois, juste en discutant, lui posant les bonnes questions, et en fait, tu vois, provoquer un peu le destin aussi, en incarnant et pas être juste bah, je partage sur les réseaux sociaux et je me cache derrière un peu ça parce que tu as ce truc là aussi que je vois beaucoup et je suis tombé là-dedans, hein. C'est pour ça que j'ai aussi de la conscience autour de ça. C'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de coachs accompagnants pour qui l'Eldorado c'est tu vas sur les réseaux sociaux, tu publies tous les jours. Alors c'est bien et moi je le fais et je prends plaisir à le faire et je pense que tu peux aller un cran plus loin, c'est en fait utiliser ça pour aller parler à des gens, aider des gens Ouais. et leur faire vivre l'expérience de c'est quoi de bosser avec toi, parce que c'est assez abstrait hein, quand on parle de coaching, d'accompagnement, c'est nouveau, surtout en France, les gens savent pas vraiment ce que ça veut dire, Ouais, les gens ont complètement. peur, Ouais. et je pense que c'est important d'aller, en tout cas c'est ma façon de voir le truc, tu vois, d'être proactif par rapport à ça, d'apporter de la valeur dès qu'on peut, et d'être dans cette posture de service, vraiment. Ouais. Et ça, c'est un truc, j'ai eu vraiment un déclic par rapport à ça l'année dernière. Être pas dans. Plutôt que mettre de l'attention sur. Tu vois, souvent les pensées que j'avais de ah, ok, comment est-ce que ce poste va résonner, gna, gna, gna. Comment est-ce que. Quand je suis dans un appel avec un potentiel prospect, ah, qu'est-ce que je dois lui dire, etc. Donc en étant très dans ma tête, ça me déconnectait totalement de mon essence en tant que coach qui est d'aider les gens. Et en fait, j'ai compris que au plus j'étais focalisé sur l'autre, comment est-ce que je peux l'aider, comment est-ce que je peux lui apporter de la valeur, comment est-ce que je peux être au service d'eux, bah c'est là où au final, bah déjà c'est beaucoup plus épanouissant pour toi en tant Oh. qu'accompagnant, mais c'est là aussi où les clients, tu vas te créer une clientèle facilement parce que tu as tellement d'impact dans leur vie que soit ils auront envie de bosser avec toi, soit ils vont en parler, soit tu auras un effet boule de neige, quoi. Il y a autre chose qui revient beaucoup quand on discute, ou même quand je vois tes posts sur les réseaux, c'est l'authenticité. Hmm, Et ça, tu le mets vraiment, vraiment en avant, hmm, d'être vraiment soi, en fait. Euh,
qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, alors, j'aime pas trop ce mot conseil, Hmm. mais à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui sur les réseaux Ouais. et dans une vraie authenticité en fait. Hmm. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Déjà, quel conseil je donnerais? C'est une bonne question, hein. Je pense déjà, c'est trouver un réseau qui fait écho pour soi. Ça, c'est le premier truc. Parce que tu vois, certains réseaux sont plus visuels, d'autres sont plus audio, d'autres c'est plus vidéo. Et l'idée, c'est de trouver celui peut-être le format qui nous parle le plus. Donc ça, c'est le premier truc. Parce qu'on a différents styles, tu vois. Moi, Mm. par exemple, j'aime beaucoup l'audio, j'aime beaucoup le format vidéo aussi. C'est pour ça que j'ai commencé par un podcast et qu'aujourd'hui j'ai aussi une chaîne YouTube. Donc c'est ça le premier truc. Et après, c'est plusieurs choses. Accepter qu'au début, ça va être un peu laborieux. Mm. Donc déjà, c'est le premier poste. Le premier poste, se dire que personne ne vous attend. Mm. En fait, faites juste ça pour vous. Et une fois que tu as passé le cap, la peur que tu as de poster, bah regarde là, ressens là, et puis t'appuies sur le bouton publier, et puis c'est parti. Ouais. Déjà après, une fois que ça c'est fait, ok, c'est déjà plus léger. Et après, moi j'aime bien dire, c'est qu'au début, c'est beaucoup de répétition, beaucoup de pratique. Donc par exemple, si on prend, tu veux développer des vidéos, bah, ce qui va t'aider à prendre du plaisir et être authentique, ça va être de faire une forme de répétition. Donc tu vois, si tu as envie d'être bon au basket, il faut que tu prennes des shoots. Donc tu vas aller shooter au basket. Donc ok, tu vas être plus à l'aise. Et puis des fois, tu vas te sentir ultra authentique. Des fois, ah bah non, j'ai un peu forcé le truc. Tu vois, c'est pas... Ça c'est un truc aussi, c'est que t'es pas... L'authenticité, l'alignement, je pense que c'est un peu une jauge, tu vois. C'est que des fois, tu te sens pleinement aligné, etc. Et je pense que c'est quand tu es connecté au présent, Ouais. ce qui est là, et t'es moins dans ta tête. Mais pour autant, t'es jamais à 100% là-dedans. Des fois, c'est comme une jauge. Mais c'est simplement de s'en rendre compte. Et donc, quand tu crées, par exemple, du contenu, pas trop se prendre la tête au début. Partager, y mettre du cœur, et puis progresser petit à petit. Et après, ce qui aide aussi, je trouve, c'est, tu vois, utiliser le papier pour démarrer, écrire sur un carnet, parce Mm. qu'avec le carnet, t'as moins de friction. Essayer d'écrire de façon fluide aussi, sans trop corriger, etc. Euh, ouais, c'est un peu un process, tu vois. J'ai pas de recette magique, mais je trouve que ce qui aide au début, c'est de pas trop se prendre la tête, de la répétition, de partager, ça sera pas parfait. Et après, tu trouves ton style, tu trouves ton authenticité, et t'as besoin tu vois, de faire des trucs que tu trouveras pas du tout authentiques pour trouver ce qui est authentique pour toi, Ce qui est vrai, ouais. tu vois. Ouais, complètement. Toi, je sais que tu l'as vécu un peu aussi, ça. J'ai vécu ça et j'ai commencé à écrire beaucoup il y a un certain temps. Mais j'ai toujours eu ça, des phases d'écriture. Après, j'ai lâché, que ce soit sur le papier ou même sur l'ordi, j'ai toujours eu cette phase-là. Depuis un certain temps, je crois on en a parlé en mastermind tous les deux, je sais plus. J'ai un carnet, là je l'ai Hmm, pas avec moi, mais j'ai un petit carnet et j'écris. ouais. Et je me suis surpris il y a quelques semaines en arrière, voire quelques mois en arrière, je sais plus quand c'est que j'ai commencé à réécrire. Ça devait être au moment où j'ai été bloqué en fin d'année dernière là, par rapport à l'hernie discale. Ouais. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à ce moment-là. Et des grosses prises de conscience. C'était vraiment très, très douloureux. Et j'ai commencé à poser le stylo sur le papier. Et je sais pas, en fait. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ça a ouvert une autre porte, en fait, en moi qui était Hmm, toujours là depuis un petit moment. Et j'ai posté un texte. Et qui a. En fait, j'attendais rien, tu vois. hmm, Et ça a résonné dans d'autres personnes. Et puis après, je me suis dit, ok, pourquoi pas, en fait. Ce que je peux vivre qui peut être puissant, ou des révélations, je sais pas si. Des choses qui m'arrivent, je les pose sur le papier. Peut-être que ça va résonner chez certaines hmm, personnes. Et en fait, ouais. Déjà, moi, ça me fait beaucoup de bien. hmm, Parce que pour moi, écrire, c'est une sorte de délivrance. C'est une sorte de thérapie, même, on va dire. hmm. Donc ça m'apaise, ça fait du bien. Et derrière, c'est encore mieux. C'est que ça résonne chez certaines personnes et ça Bah oui. parle à certaines Hmm. personnes. Mais je croyais pas que ça allait avoir un impact
aussi Ouais. important. Je t'ai dit même que ça me faisait peur à certains moments. Mm. Et ça me fait toujours peur, tu vois. Et là, j'ai les doigts qui brûlent depuis que j'ai vu Fabien. Grâce à toi, parce qu'il m'a fait réfléchir sur quelque chose là. Ah ouais? Ouais, il m'a fait réfléchir sur quelque chose. On a parlé du moment présent. Et en fait, que le moment présent, il était juste subtil, il durait quelques secondes, mais que tu étais déjà dans le futur. Mm. Et ça, ça bouleverse un peu tout ce que j'ai pu apprendre sur le moment, l'instant présent, tout ce qu'on dit au niveau de la prise de Mm. conscience sur le moment, ainsi de suite. Mais il, me- il a vraiment mis, m'a vraiment mis ça dans la tête. Mm. Je l'en remercie parce que j'ai les doigts qui brûlent par rapport à ça. Et je pense que ça va arriver. J'ai commencé déjà à écrire quelques trucs là. Mm. Et, euh, et ça me parle. Et ça dérange, en fait, parce que ça casse un peu toutes les idées qu'on peut avoir sur l'instant présent, les prises de conscience, et ainsi de suite. Mm. Vraiment être présent. Et, ouais. Et c'est une sorte de délivrance pour moi, et ça fait du bien. Et j'invite beaucoup de gens, s'ils peuvent le faire, même si c'est que trois Je suis phrases, d'accord. Ouais. à mettre les choses sur papier. Il y a autre chose aussi qui est intéressant, je pense que si tu as envie d'en parler, c'est ton podcast, que toi Mm. aussi tu as mis en place il y a un petit moment, Mm. qui s'appelle l'alignement. Et ça veut dire quoi pour toi, l'alignement? C'est la question que je pose à tous mes invités. Et pourtant, putain, j'ai une définition en ce moment de l'alignement. Ah, Ah, c'est parce que je pense que ma vision, elle a beaucoup évolué sur l'alignement. ok. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je te dirais, c'est de se rapprocher de... Tu sais, justement, qu'on parle de la présence, etc. D'être pleinement présent aux choses et d'accepter les choses comme elles sont. Euh, je t'aurais dit il y a... L'année dernière, je t'aurais peut-être dit vive la vie avec laquelle on est aligné, avec ses valeurs, machin, truc, forme d'introspection, etc. Il y a du vrai là-dedans, Ouais. mais je crois plus aujourd'hui que l'alignement, en fait, on est tous en essence des êtres alignés. Quand on est pleinement présent aux choses et quand on accepte les choses telles qu'elles sont Mhm. et qu'on cherche pas à les bouger ou on voudrait que personne soit autrement, on voudrait que la situation soit autrement. Quand on accepte pleinement ce qui est là, pour moi, on est dans justement cette énergie d'alignement, quoi. Donc c'est comme ça que je le verrai aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu crois aujourd'hui que c'est important que ton corps et ton esprit soient alignés, et Hmm. aussi le cœur en fait, que Hmm. ça t'aide à être vraiment à l'écoute de soi? Ouais, je pense, ouais. Je pense aussi que c'est un pas. Je pense que tout est enfin, tout se synchronise quand même. Après, oui, pour moi, oui, c'est évident. C'est évident que tes pensées se synchronisent avec ton corps, avec ton cœur, etc. Et tout ça est évidemment lié. Euh, c'est pas pour rien, tu vois, que certaines traditions, tu vois, la forme d'éveil spirituel, etc., valorisent l'expansion du cœur, etc. D'autres vont plutôt valoriser l'expansion Mhm. corporelle et le travail corporel avec les arts martiaux. D'autres vont être sur le travail méditatif. Et certaines traditions relient tout ça ensemble. Pour moi, je pense que c'est essentiel que cette dimension soit connectée. Après, j'ai presque du mal à voir que quand tu es dans le moment présent avec les choses, j'ai presque du mal à voir comment est-ce que tu ne peux pas être connecté avec ces trois dimensions, tu vois. C'est Ouais, presque difficile, c'est la question presque difficile. ouais, complètement, je suis d'accord avec ça. Déjà, je te remercie pour l'invitation, Mickaël. C'est vraiment une grande joie, on s'est régalé. C'est vraiment plaisir, tu vois, le fait d'avoir parlé de ce podcast il y a quelques mois et de se dire qu'aujourd'hui ça prend forme. Et qu'en plus tu fais les choses bien avec C'est tout. Et que c'est génial. Franchement, je suis très content et c'est un honneur pour moi de venir ici. Et écoute, non, en espérant que l'échange qu'on a eu va être utile pour les gens. Et si certains ont envie d'aller creuser un petit peu, ils peuvent aller voir sur mes réseaux sociaux, mon podcast, l'alignement. Je suis assez actif sur LinkedIn et Insta.
puis si certains ont envie de discuter, moi je suis toujours ouvert, comme tu le sais, à discuter, échanger, quoi. Ouais. À converser, m'envoyer un message, et puis je prends toujours un grand plaisir à le faire. Ouais. Donc ce sera le mot de la fin pour moi. Super. Moi, je suis ému d'être là, très ému, parce que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, vraiment. Tu es une belle personne, très belle personne. J'ai fait une promesse, il y a quelques temps en arrière, que les gens que j'aimais aujourd'hui, et les gens qui m'inspirent, et les gens que je croise, je les prends dans les bras, et je leur fais un gros câlin. Et j'aimerais savoir si, là, tu serais d'accord pour qu'on se prenne dans les bras et qu'on se fasse un gros câlin. Bah, bien sûr. J'adore. J'adore. C'est le podcast de la calinothérapie. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Ouais. Toi, c'est peut-être ça le nom du podcast, le câlin podcast. Ouais, ou tu sais, casser les codes, ça m'a beaucoup ça aussi, les codes. J'aime beaucoup ça, de faire les choses différemment. Trop cool. Ouais, merci. Trop cool, bah merci, franchement, c'est bien régalé. Je pense qu'on aurait pu encore discuter 10 heures. Mais on reviendra. On reviendra. De toute façon, je...